Donc on va parler Gemba aujourd'hui. Alors je l'ai écrit comme ça, avec un M. Sachez que ça s'écrit aussi avec un N. J'ai eu le droit parfois à un cours enflammé sur la différence entre Gemba et Genshi Shembutsu. Donc on va se dire que ça sera très bien écrit comme ça, qu'on n'est pas parti pour un débat d'experts et qu'on va juste essayer de comprendre ce que c'est que le Gemba. Alors j'interviens un 2 avril, n'empêche que hier j'ai un peu pris mon pied dans LinkedIn. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. Chef, tout va très bien. Cool. Juste la vraie vie. Les applis fonctionnent, les projets avancent, le cloud est top, merci l'infra, les hackers sont repoussés, les budgets sont respectés, quel soulagement, les utilisateurs sont même satisfaits. Bref, je rigole. Et donc en fait, c'est ça la question du Gemba, c'est de savoir quelle est la différence entre le mythe et la réalité, et si jamais on veut s'améliorer, de quelle réalité parle-t-on? Et donc le Gemba, c'est l'irruption de la réalité dans l'imaginaire. L'imaginaire que les processus fonctionnent, l'imaginaire que l'ensemble des personnes qu'on onboard à l'intérieur d'une équipe vont tout de suite, par la magie des certifications qu'elles ont, des formations qu'elles ont, de l'accompagnement dont elles vont bénéficier, tout de suite, elles vont être hyper efficaces. Imaginez que l'expression de besoin, la user story va être absolument top et que donc on va pouvoir travailler facilement. Eh bien non, tout ça c'est de l'imaginaire et la vraie question de l'amélioration continue, c'est à quel endroit on décroche de l'imaginaire, à quel endroit sont les problèmes qu'on doit traiter et comment est-ce qu'on peut les trouver. Et la meilleure façon pour les trouver, c'est le Gemba. Donc on va parler de Lean, de Gemba, d'amélioration continue. On va commencer par un Gemba. Donc, c'était pas cette équipe-là, c'en était une autre, mais c'est pas très grave. Et donc, je vais un jour dans une grande boîte du CAC 40, qui est une grande entreprise européenne, fière de ce qu'elle est, fière de ses résultats, fière de sa technologie. Et donc, le patron qui m'emmène me dit, écoute, on a parlé de Gemba pendant très longtemps. Tu m'as dit que ça pouvait être intéressant. Je viens en faire un avec toi. Ok, super. Où est-ce qu'on va? On va aller dans mon équipe CRM. Donc, elle travaille pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, qui est une entreprise de distribution, donc il y a des points de vente. Elle travaille pour l'ensemble des métiers de l'entreprise et elle fait du CRM à la demande des uns et des autres et notamment beaucoup du marketing. Ok, super. Donc voilà, on arrive dans une grande pièce, il y a plein de développeurs et je lui dis mais finalement, je comprends le métier de cette entreprise, mais toi tu en attends quoi? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi ton étoile du Nord? Il me dit c'est pas très compliqué en fait. On fait aujourd'hui beaucoup de requêtes CRM, on a de plus en plus de data, on va avoir besoin de mettre de plus en plus d'intelligence sur cette data. J'aimerais bien que mon équipe CRM demain, ça soit une équipe de pointe pour l'entreprise, qu'on puisse compter sur eux, à la fois pour traiter la data et à la fois pour en extraire de l'intelligence. Pour l'instant, c'est encore relativement basique. Moi, je lui dis super, et ça va bien se passer. Il a deux doutes. Il a un doute sur le fait que est-ce que les personnes de l'équipe vont être capables d'acquérir ces nouvelles compétences. Très bien, joli doute de manager. Et puis, il a un deuxième doute un peu plus diffus en disant, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je vois bien les métiers, il commence à travailler avec des boîtes externes, il nous demande juste des datas, il nous demande de rien faire de plus. Et pourquoi est-ce qu'il passe pas par nous? Ok, allons voir sur le terrain. Donc, on arrive, alors la première chose à laquelle on a le droit, comme on y a le droit à chaque fois, et là, on n'est toujours pas sur le game bar, on a le droit au manager qui se dresse avec un aéropage et qui dit écoutez, c'est très simple, je vais vous expliquer le processus. L'idée du Gemba, c'est d'aller voir les gens travailler, c'est pas d'aller voir le manager qui vous explique le processus, celui où tout se passe bien. Donc le processus, vous l'avez là. Rien qui casse la baraque, rien qui fasse peur non plus. Une demande arrive du métier, combien elle pèse, combien elle va coûter, go no go, est-ce qu'on va l'arbitrer parce qu'il y a beaucoup de demandes qui arrivent, et puis ensuite, ok, maintenant j'ai le go, donc très bien, on va la confier à quelqu'un qui va la développer. La personne va réaliser le développement, faire les tests qu'il faut, présenter au métier la nature du résultat, et puis ensuite déployer tout ça. Ça vous parle? J'ai besoin de rentrer dans le détail, c'est très exotique, super innovant. C'est juste la vraie vie. Toujours pas de Gemba, le manager bien positionné, tout le monde debout autour de lui. Je dis bon très bien, mais moi ce que j'aimerais, et ça c'est vraiment un geste de Gemba, ce que j'aimerais c'est voir la dernière qui est sortie. L'avantage de dire la dernière,
Si elle est vraiment énorme, on dit, bon, l'avant-dernière un peu plus petite, parce qu'on n'a pas envie de comprendre toutes les complexités du système, on veut déjà commencer à rentrer un peu dedans. Mais l'avantage de la dernière, c'est que il n'y a pas de parti pris, je ne les connais pas, je ne sais pas quelle est la dernière, et ça permet de réfléchir. Donc voilà, donc ils ont tout planifié, etc. Et donc on arrive à suivre la vie parce que il y a des tickets, on arrive à suivre tout ça dans le workflow. Donc la demande est en mai, la charge est en mai, on passe devant le comité pour obtenir un go toujours en mai. On le planifie en se disant puisqu'on est en mai, on va le planifier en juin. Et puis en fait, quand on regarde la réalisation, c'était pas juin, c'était même plus septembre, c'était octobre. On voit plusieurs replanifications. Et donc la présentation métier, là, on arrive quand même à la remettre juste après la réalisation et la mise en production, elle sera en novembre. Donc on a quand même un peu de retard, juste la vraie vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était en juin, mais la personne à laquelle on l'a confié avait un peu de retard dans le traitement des demandes qui lui étaient affectées, donc elle n'a pas réussi à l'inclure dans son backlog de juin, donc elle l'a décalé, elle l'a décalé au moment où elle partait en vacances. On a dit, c'est pas très grave, un jour, il reviendra de vacances. Elle reviendra de vacances, c'était une dame. Un jour, elle reviendra de vacances, et ce jour-là, on va la lui donner. Ouais, mais août, c'était pas très bon moment, donc on l'a mis plutôt en septembre. Et puis, en septembre, il y avait encore un peu de backlog, 2-3 trucs à corriger, un peu de tension à la rentrée. C'est arrivé début octobre, et voilà. La vraie vie. Et ça, c'est la première chose qu'on voit quand on dit « montrez-moi la dernière pièce », quand on regarde le délai depuis la création, pas depuis le moment où c'est rentré dans le backlog, vraiment depuis la création, depuis le moment où le client l'a demandé, on se dit « ah, quand même ». Quand même, on a peut-être des pistes d'amélioration. Si demain, on veut être l'équipe qui passe du CRM au big data de notre entreprise, il va falloir qu'on soit un tout petit peu plus réactif. Parce que sinon, il y a des tas de prestataires externes qui seraient ravis de faire le même boulot, mais en étant plus time to market. Deuxième point du game bar, ok, on a compris l'ensemble, mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et donc, il y a cette dame qui a développé l'ensemble, et on lui dit, on arrive à demander à pouvoir aller voir cette dame pour voir finalement comment est-ce qu'elle reçoit la demande et quelle est la nature des interventions qu'elle fait sur cette demande pour arriver à répondre à la question du métier. Vous vous souvenez du processus, super structuré, etc. Et donc, on va la voir, et la deuxième chose, la deuxième question importante, c'est, mais finalement, il fallait sortir quoi? Parce que vous êtes tous dans votre monde du numérique à manipuler des concepts. Et à un moment, il faut arriver à le regarder, à se dire, mais ça fait quoi? Est-ce que c'est beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, une vraie révolution, une petite évolution? Et il faut arriver à regarder l'objet pour se faire une opinion. Et là, l'objet, c'était, nous avons tous nos points de vente pour cette requête-là, et nous souhaitons y intégrer nos 2 centres de relations à distance. Il fallait rajouter 25 caractères, les 2 centres de relations à distance, qui avaient chacun une codification, il fallait rajouter 25 caractères à une requête existante. D'accord? Donc on est passé de un processus super structuré à un processus dans lequel on se prend des mois de retard pour arriver à sortir 25 caractères. Quand je suis un peu challenging, je dis 25 caractères sur la durée de ce qu'on a fait, ça voudrait dire que la dame, si elle avait travaillé au tact, vous qui venez chez Flocon, vous savez ce que c'est que le tact, c'est travailler à la vitesse du client. Si elle avait travaillé au tact, non pardon, si elle avait lissé son travail sur la durée, elle aurait tapé un caractère toutes les 2 semaines pour avoir un rythme de travail lissé sur la période qu'elle a eue pour réaliser l'ensemble. Quand on demande à une assistante qui fait de la dactylographie, elle est plutôt à 5 caractères à la minute. Donc voilà, 25 caractères à rajouter, 6 mois de délai. Impressionnant quand même ce qu'on voit dans le Gemba. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec des processus qui sont absolument parfaits, on se retrouve dans des situations où on a plusieurs mois de retard. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, on est quand même un peu étonné de tout le travail que ça représente en amont pour arriver à dire à Émilie, tape les 25 caractères. Est-ce que vraiment, pour taper 25 caractères, ça valait la peine de faire un chiffrage, qui a duré sans doute plus qu'une minute, d'intégrer ce chiffrage dans un document qui allait être présenté à un comité, qui lui-même allait aussi durer plus qu'une minute, ensuite de l'envoyer en planification. Vous imaginez, il faut trouver dans l'informatique des gens qui vous planifient une minute de travail. Le niveau de confiance qu'on a dans les salariés, le niveau d'organisation, de maîtrise et de contrôle qu'on veut avoir. Mais je ne suis pas sûr que chez Taylor et chez Ford, on ait été à ce point sur le dos des gens.
Et donc ensuite, elle fait sa minute de travail. Et donc quand on débriefe ensuite avec le patron, on peut débriefer ce qu'on veut parce que c'est un peu compliqué cette relation. Moi, je suis ce qu'on appelle une sensei, c'est-à-dire je fais du lean depuis extrêmement longtemps, je suis précis, je suis compétente, je vois beaucoup de choses. Je vois bien qu'en face de moi, il faut que j'arrive à adapter mon feedback pour que les gens soient capables de l'entendre. Parce que déjà, il y a quand même un peu la honte d'avoir vu ça. Ils ne sont pas toujours très à leur aise, hein, les patrons, quand ils voient ça. Et puis ensuite, il faut qu'ils arrivent à leur dire, mais trouver une action d'amélioration. Si on leur dit c'est tout votre système qui est fichu, certains peuvent l'entendre, mais pas tous, hein, loin de là. Donc voilà, donc on se débriefe et on se dit qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que nous a apporté le Gemba. Donc vous avez vu hein, plusieurs gestes de Gemba. Le premier, qu'est-ce que tu as envie de réussir? Et par rapport à ce que tu as envie de réussir, est-ce que ce que tu as vu te permet d'être crédible ou est-ce qu'il y a des actions sur lesquelles tu dois travailler? Deuxième geste du Gemba, ne pas s'intéresser à la vie et à l'opinion du manager. Vous avez des équipes qui bossent et ces équipes-là, elles sont compétentes, expertes, elles font ça toute la journée. Pas besoin d'avoir un manager qui parle pour elles. Donc, allez voir les gens qui bossent. Le troisième point, demandez à regarder la dernière pièce. Et le quatrième point, demandez à regarder la nature du travail pour le faire. Voilà. Et à partir de ça, on peut partir sur des réflexions en termes d'amélioration. Je fais ça avec mon téléphone, ça marche bien, ça marchait bien. Oh zut. Alors. Voilà. Donc, remontons un petit peu en arrière. Qu'est-ce que c'est que le Gemba? Le Gemba, c'est une pratique qui est absolument embarquée à l'intérieur du Lean. C'est la première pratique qu'on doit acquérir quand on est manager Lean, c'est aller au vrai endroit. L'une des expériences, l'une des histoires les plus connues en termes de Lean Management, c'est Porsche qui n'allait pas très bien. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais ça n'a pas toujours été le cas, qui fait venir un sensei de chez Toyota, et le sensei de chez Toyota refuse de rentrer dans le siège de chez Porsche. Il dit non mais attendez, moi je n'ai pas fait tout ce voyage pour aller dans des bureaux. Donc le siège de chez Porsche accepte d'aller dans l'usine, et là il va commencer à faire son Gemba. Donc aller au vrai endroit. Et après on parle de Gemba Walk, d'aller marcher sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Gemba Walk? La première chose, c'est qu'on va observer le travail par soi-même. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui me raconte une histoire, c'est moi, je vais regarder, je connais bien le domaine, je connais moins bien le domaine, mais qu'est-ce que je vais être capable de comprendre de notre organisation, de nos processus, de nos clients, quand je vais à l'intérieur d'une équipe et que je fais des observations. Donc, par soi-même, on regarde les vraies pièces, je demande à regarder la dernière qui est sortie, pas la pièce hyper théorique de il y a le métier qui me demande blablabla. Je demande vraiment à avoir une vraie. Et puis avec les vraies personnes, c'est-à-dire pas les managers, mais les gens qui travaillent, et ce sont qui veulent me montrer les vrais processus, les vrais outils, les vraies difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va faire dans le Gemba, on va essayer de comprendre. Donc on a deux cerveaux dans le Gemba. On a un qui observe, et qui est très attentif à l'observation, à la façon de poser les questions, à la façon de dire montrez-moi, etc. Et puis un autre qui réfléchit en se disant mais en fait je voulais aller quelque part et dans ce que je suis en train de voir, est-ce qu'on est en train d'y aller? Donc ce lien entre ce qu'on appelle l'étoile du Nord, ce qu'on veut réussir, et puis ce que l'on voit sur le terrain. Et enfin, le point intéressant sur le Gemba, c'est le point de sortie. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur c'est ici et là qu'on souhaiterait améliorer quelque chose. Parce que c'est pas juste pour se faire plaisir, pour avoir passé une bonne matinée avec des gens et pour pouvoir se dire tiens, la semaine dernière j'étais ici et la semaine prochaine je serai là. C'est vraiment aller chercher un consensus sur les sujets sur lesquels on se dit bah, ça vaudrait la peine de travailler et de s'améliorer. Et donc on entame le chemin d'amélioration. Alors je vous avais promis 5 types de Gemba. Donc le premier type, c'est déjà d'aller regarder ce qui sort. C'est ce que je vous ai raconté. Quelle est la dernière pièce sortie? Quelles sont les 3 dernières? Quelles sont les 10 dernières? 3, c'est déjà pas mal. Hein. 3, on se fait une vraie opinion sur ce qui est en train de se passer. Et la nature de cette pièce. Est-ce que ça avait l'air facile? Est-ce que ça avait l'air compliqué? Aller faire un Gemba sur des ouvertures de flux, je peux vous dire qu'on tombe de sa chaise. La mise à disposition d'environnement. On se dit, mais quel est le dernier environnement? Mais quoi? L'équipe de dev, elle a demandé cet environnement-là? Là, aussi loin dans le passé? Et quand elle aura besoin d'un environnement de test, ça va être pareil, on va encore lui mettre des délais avant de l'atteindre, aller regarder la fin d'un sprint, qu'est-ce qui sort?
peux vous assurer que moi, j'ai fait ça avec tout un aéropage de codir, de DSI, etc. Ils étaient là, j'ai demandé qu'est-ce qui est sorti dans le dernier sprint. Des US qui ont été reportés sur le sprint d'après parce qu'elles n'étaient pas terminées. Des corrections d'incidents parce qu'il y avait des US qui étaient sortis qui avaient généré des incidents. Des choses qui n'étaient pas demandées dans le sprint. Création de valeur hyper faible. Et l'équipe, elle était mais malheureuse parce que c'était une équipe qui était compétente, qui était prête à se battre et ses backlogs, c'était pas grand-chose et ses moyens de travail, c'était pas ce qu'elle attendait. Donc voilà, regardez les dernières pièces, regardez les temps de traversée entre le moment où il y a une demande et le moment où on obtient quelque chose. Regardez les endroits qui créent de la valeur, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a sans doute des tas de trucs qu'on fait qui sont juste de la bureaucratie. Alors si on devait faire un véritable cours de Lean, je vous formerais au 7 gaspillage et à la façon de les voir. Mais en tout cas, rien que avec votre expertise à vous, vous allez être capable de voir beaucoup de choses. Et puis regardez les allers-retours à l'intérieur du processus. Parce que si tout allait bien, on serait dans un flux dans lequel on prendrait quelque chose, on le réaliserait, on le distribuerait et on n'en parlerait plus. On ne serait pas en train de dire j'ai pris quelque chose, il me manque des données, il faut que je remonte en arrière, j'arrive à ma partie de test, ça se passe mal, il faut que je remonte en arrière, etc. Tous les allers-retours. Puis le principe du Gemba, c'est qu'on n'a aucun état d'âme. C'est pas un jugement de valeur. C'est rien, c'est juste cette pièce-là, elle est revenue en arrière. Et comme elle est revenue en arrière, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que dans les spécifications que j'ai reçues, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Mais et c'est pas moi. Enfin, je veux dire, j'ai reçu ça, je l'ai compris comme ça, je l'ai fait comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à les envoyer? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma culture du produit, ma connaissance du domaine dans lequel je travaille qui est en cause? Est-ce que c'est dans la spécification elle-même qu'en fait ça a généré chez moi une forme d'incertitude? Est-ce que il y a de la confusion dans le nom des données? Est-ce que etc. Ça n'est jamais personnel. L'idée c'est vraiment toujours de trouver à quel endroit on va vouloir lancer l'amélioration. Voilà, donc le Gemba sur ce qui sort. Et finalement, quelle a été la vie de cet objet qui est sorti quelque part? Le deuxième point, je l'ai mis sur les conditions de travail. Alors pas au sens de qualité de vie et conditions de travail, mais vraiment au sens de je viens travailler, est-ce que j'ai les moyens de bien travailler? Est-ce que je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui? Moi, je trouve qu'on a beaucoup régressé avec le Covid. Avant, il y avait quand même des grands panneaux sur lesquels on voyait les pièces, on les voyait bouger, ça avançait, on savait qui faisait quoi. On n'a pas toujours, dans toutes les équipes, réussi à recréer ça sur du digital. Et on se retrouve avec des gens qui disent ah bah je vais ouvrir mon Jira. Et puis ils prennent un truc. Mais c'est pas une stratégie produit, ça, hein. Mais bon, bah à un moment, on a un peu perdu de vue tout ça. Donc, est-ce que je sais ce que je dois faire? Est-ce que je sais ce qui est prioritaire? Est-ce que je sais où j'y suis? Est-ce que c'est facile d'arriver à identifier la bonne activité? Les gens qui se baladent à l'intérieur d'un workflow et qui, page 4, disent ah, celui-là, je vais le prendre. Palpitant, hein. Ensuite, on va regarder la façon dont on prend cet objet-là et dont on le transforme. Et on fait de la valeur, de la création de valeur, de la réparation de valeur. Est-ce que c'est la première fois qu'on essaye de le faire? Si oui, on est plus dans la valeur que dans la réparation de valeur. Est-ce que quelqu'un va l'utiliser quelque part? Parfois, il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour imaginer que ça va rendre service à quelqu'un, mais pourquoi pas? Et donc ça, on peut le regarder. Donc on l'observe, on le mesure, voilà. Et puis à un moment, la personne va vous dire, bah ça y est, j'ai fini, je vais prendre une autre pièce dans mon workflow. Un ticket d'incident, par exemple. Question, mais celui qui vient de travailler, il est terminé ou il n'est pas terminé? Un nouveau flowcon, hein, limiter le work in progress. Hein. Tout le nombre de trucs que je commence et que je ne termine pas. Et pourquoi je ne le termine pas? Parce que je n'ai pas accès à mon environnement de test, parce que le jeu de test n'est pas disponible, parce qu'il y a un truc qui est un peu flou et qu'il faudrait que quelqu'un vienne m'aider, etc. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Par contre, si on le voit, si on s'arrête dessus, si on se dit tiens, c'est mon prochain challenge, ça a de la valeur. Ça permet de trouver des pistes d'amélioration qui sont hyper concrètes. Voilà. Donc ça c'est le Gemba sur les conditions de travail qui vont permettre de se dire, bah, finalement, j'ai pris des gens qui étaient bien, je les ai laissés tomber dans une équipe. Est-ce qu'ils ont les moyens de travailler? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire bien quelque chose tous les jours? Est-ce qu'ils ont les moyens de s'éclater dans leur métier? Et donc, on va voir énormément de choses. Alors, je vous parle d'un Gemba où on a le manager qui vient et qui regarde, mais c'est aussi un exercice qu'on peut faire sur soi-même, hein, de s'auto-observer et de se dire là, je passais 2 heures à essayer de me bagarrer contre le système.
c'est quand même pas passionnant. Il n'y a rien qui a avancé. Je vois pas quel client j'ai servi. Je vois pas quel bénéfice l'entreprise a trouvé à ces 2 heures de travail que je viens d'investir. En tout cas, moi, j'ai pas pris mon pied là-dessus. Donc, ça peut faire partie de mon Gemba et de mon plan d'amélioration personnelle. Voilà. On peut le faire de différentes façons. Troisième type de Gemba. Non, pardon. Je voulais mettre une alerte. Gemba, c'est voir, et voir, c'est pas papoter. Bla 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 bla. Alors je t'explique, l'été, les gens sont en congé, donc il manque du monde, donc ça allonge les délais, et puis en plus, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Moi je suis le 2 avril, hein. Ce qui se passera l'été prochain, je veux bien l'anticiper, mais déjà qu'on regarde ce qui se passe le 2 avril. Et l'été prochain, on verra bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper l'été, ça veut juste dire que si on pouvait déjà s'améliorer au quotidien, aujourd'hui, sur ce qu'on fait, c'est vachement bien. Et donc à chaque fois qu'on dit ouais mais tu comprends, alors si jamais c'est des dollars qu'on envoie à Cuba, c'est quand même compliqué parce que bon, il y a des embargos. Oui d'accord, mais la dernière fois qu'on a envoyé des dollars à Cuba, c'était il y a 34 mois. J'aimerais mieux savoir pourquoi est-ce qu'on a des difficultés aujourd'hui à émettre le règlement de nos clients vers son fournisseur en Turquie, en Chine, n'importe où. Voilà. Donc, essayez de sortir de je vous raconte une histoire, d'habitude, c'est pas comme ça, d'ailleurs, il y a un cas qui est plus complexe, et de dire super, mais moi, je ne vais pas passer un temps infini à faire le Gemba chez vous. Votre métier est plein d'expertise. C'est pas dans l'heure et demie qu'on va passer ensemble que je vais être capable d'en comprendre toute la finesse. Est-ce qu'on peut revenir sur ce cas-là, qui est un cas facile, et tant que je ne l'ai pas compris, c'est pas la peine d'aller plus loin. Troisième Gemba. Le Gemba dans le produit. Ouvrir le capot et lancer le débat d'experts. Moi, je ne suis pas une experte, donc c'est pas moi qui lance le débat. Par contre, je peux dire, on va ouvrir le capot. Là, il y en a 7 mètres de long d'imprimé. C'est une équipe qui récupère de la data, qui la nettoie, qui ensuite la donne à une équipe qui va générer du code, qui elle-même va générer de la BI pour des gens qui ont envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur supply chain. Super. Ça se passe pas bien. Ils le savent. Je veux dire, les demandeurs se roulent de colère dans les comités en disant je demande des infos, je les ai pas, c'est lent, quand ça arrive, c'est pas toujours ce que je veux, ça marche pas, quand vous mettez en prod, ça plante, etc. Et donc, en recherchant, en fait, ce qu'ils ont compris, c'est que l'équipe data, elle fait vraiment de la data, mais que sur le code, c'est pas obligatoirement son cœur de métier. Et donc, ils se disent, les codeurs, les devs vont dire aux gens de la data, écoutez, on va regarder, c'est 2 équipes différentes, on va regarder ensemble votre code et on va essayer de savoir en ouvrant le capot, s'il y a des endroits sur lesquels on peut peut-être sécuriser et donner un peu de robustesse à l'ensemble. Et ils en impriment 7 pages de long. Enfin, c'est moi qui imprime parce que j'ai une imprimante à 0. Donc, au début, on se dit on la met sur le mur, mais enfin, ça ne marche pas, on la met par terre, etc. Et donc, avec un tech lead, ils vont regarder les 7000 lignes de code et ils vont se dire ah ouais, il y a une seule fonction à l'intérieur des 7000 lignes de code. Donc, quand on fait un changement, ça impacte la totalité du système. Et donc, ils vont travailler avec l'équipe data pour qu'ils arrivent à reséparer les différentes activités à l'intérieur de leur code et à générer de la robustesse là-dedans. Donc, aller faire du Gemba dans le produit, c'est toujours très intéressant. Pourquoi est-ce que mes temps de réponse sont pas bons? Ah ouais, à chaque fois que j'envoie une requête, j'emmène tout l'environnement du client alors qu'en fait, j'ai besoin de 5 data sur le client. Bon ben voilà, allez regarder. Il n'y a pas de fatalité. Mais ça, je pense que vous le savez parce que vous êtes, enfin, vous savez tout ce que c'est que le refactoring, donc c'est la dette technique, etc. Donc je pense que c'est bon. Alors, ce Gamba-là, moi, c'est un Gamba que j'adore. C'est un Gamba que personne dans la tech ne fait jamais. Mais si j'ai un PO, c'est lui qui me parle du client, blablabla. Je travaillais chez Sarenza. Vous voyez ce que c'est Sarenza, hein, les chaussures. La DG, 80 personnes de la DSI en face d'elle, et elle pose la question que je lui avais soufflée. Elle regarde ses développeurs, elle regarde les gens de la DSI, elle les regarde tous dans les yeux, et elle leur dit qui a déjà acheté des chaussures chez Sarenza? À votre avis? Zéro. Donc il y a des problèmes business, il y a de la concurrence, il y a des temps de réponse sur le site. Vous savez, quand on fait du e-commerce, il faut aller très vite à mettre quelque chose dans le panier, très vite à faire le paiement, sinon les gens abandonnent. Donc il y a un certain nombre de difficultés qui sont identifiées, etc. Des petits problèmes d'ergonomie, un certain nombre de trucs. C'est pas le drame, hein. Je veux dire, Sarenza vend des chaussures tous les jours. Mais dans un monde qui est un monde difficile, avec une concurrence qui est permanente, ils auraient intérêt à être
un cran plus haut. Il n'y a pas un dev qui s'est dit, je vais acheter une paire de chaussures. Il leur dit, mais vous savez, pendant 6 mois, vous pouvez les rendre gratuitement. On vous rembourse immédiatement. Donc prenez n'importe quelle paire de chaussures, mettez-les dans le panier, mettez votre carte bancaire, faites la réception de la paire de chaussures, renvoyez-la, comme ça vous aurez fait à peu près tout le cycle, et vous verrez. Je travaille avec des gens qui sont sur des hypermarchés, et dans l'hypermarché, il y a l'endroit où on peut acheter son lave-vaisselle, sa télé, etc., les produits blancs, les produits bruns. Donc c'est une vente un peu particulière, hein, c'est pas la même chose que d'acheter du Coca-Cola. Et donc une super appli pour les vendeurs qui permet aux vendeurs de prendre la commande du client, de prendre son adresse, de lui proposer la garantie supplémentaire, de ci, de ça, etc. Je leur dis, mais vous avez été en boutique, dans l'hyper, et vous avez essayé d'acheter mais n'importe quoi, juste pour voir si ça marche. Juste pour voir si la pluie elle est fluide, si le vendeur il la met pas comme ça en essayant de trouver de quelle façon ne pas avoir un écran dessus. Vous connaissez le scandale de SNCF Connect? Dire c'est sorti, papa maman ne pouvaient plus prendre un billet ensemble. Il fallait que papa prenne un billet, maman prenne un billet et peut-être qu'ils seraient dans le même train, ça c'était à eux de choisir, mais peut-être qu'ils seraient dans le même demi-train et peut-être qu'ils seraient même dans la même voiture et peut-être qu'ils seraient à côté. C'est quand même beaucoup de peut-être. Hein. Tout avait été perdu dans SNCF Connect. Par contre, on pouvait réserver une trottinette à Tours, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça a fait un scandale. On leur a dit, mais quand même, vous l'avez utilisé. Oh, on l'a fait tester par des cheminots. Ouais, le cheminot, c'est pas papa, maman, les 2 enfants, c'est pas la personne qui va voyager, qui a un rendez-vous d'affaires de l'autre côté. Oui. Et les gens disaient, mais mon mari l'a pris, il fallait qu'il aille à Nantes. Alors, il tape Nantes. On lui dit, vous cherchez la place de Nantes à Paris? Ben non, il fallait il avait tapé Paris, Nantes, et on lui a dit, est-ce que vous cherchez la place de Nantes à Paris ou la place de Paris à Nantes? Il pensait sur une application de train qu'on allait lui proposer des billets pour aller de Paris à Nantes. Mais rien. Donc, essayez de comprendre vos clients, essayez de comprendre la valeur. C'est pas parce que vous êtes quelque part loin dans l'organisation et loin du client que vous n'avez pas accès à ce que ça donne. J'ai vu des équipes qui travaillaient pour du contrôle de gestion, et le contrôle de gestion, ils râlaient en disant c'est long, c'est difficile, on a du mal à se connecter, et l'équipe qui disait ouais, c'est de la conduite du changement, ils savent pas trop, etc. Essayez de faire la requête du contrôle de gestion, essayez de faire leur requête. Et puis on tape, et puis on attend, puis ça charge. Alors on retape, et puis ça charge, et puis ça plante. Alors on se relogue. Ah là, tout à coup, vous avez des équipes de dev qui se disent effectivement, ils ont peut-être pas tort de dire que c'est pas top. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire? Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a une technique, c'est vie ma vie. Hein. Acheter un billet de train si vous êtes à la SNCF, des chaussures si vous êtes chez Saranza. Allez voir sur les réseaux sociaux. Dès que vous êtes sur quelque chose qui est grand public, vous pouvez le faire. Hein. Si vous vouliez demain être, je sais pas, un acteur du e-commerce, vous auriez tous les retours possibles. Et pas uniquement sur le produit, mais aussi sur mon Dieu, mais comment j'utilise ma carte de fidélité? Comment je vais dans le magasin et je regarde la borne. Vous savez, il faut qu'on paye soi-même, là, je fais mon bip moi-même sur la borne, comment je vois où sont les difficultés des utilisateurs. C'est pas la lune, hein, c'est pas parce qu'on fait de l'informatique qu'on n'a pas le droit de comprendre ça. On a aussi une vie dans laquelle on est juste des personnes qui allons dans des supermarchés. Donc le vie ma vie, c'est important. Le vie ma vie, ça peut se traduire notamment par quelque chose qui s'appelle Follow Me Home. Donc moi, je vous invite à vous souvenir de ça, Follow Me Home, 10,000 House Programme. Et c'est fait par Intuit. Vous tapez ça sur Internet, vous avez des choses qui sont fabuleuses. Donc Intuit, c'est une boîte c'est un éditeur de logiciels qui fait un peu plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est respectable. Hein. C'est plus la petite start-up, c'est plus la grosse scale-up, c'est la belle boîte. Et donc Intuit, ça existe depuis 1975. Donc aussi un petit peu d'antériorité. Et ils ont ce programme en permanence d'aller voir, et comme le dit le patron, si don't talk. C'est un peu mieux élevé que aller voir et ne papotez pas. Mais c'est vraiment l'esprit. Donc, regardez, si le sujet vous intéresse, il va vous expliquer ça. Après, il y a d'autres techniques. Hein, il y a un certain nombre de techniques pour le faire, mais essayez de comprendre la valeur créée par le client, parce que quand je vois des équipes informatiques qui me disent, en fait, on aimerait planifier par la valeur, et des équipes qui n'ont jamais travaillé que sur des personas qui ne représentent rien pour elles, je me dis, la planification par la valeur, bonne chance. Et on peut peut-être en arriver d'ailleurs à un point du Gemba, qui est comment
est-ce qu'on interagit avec les gens? Donc je vous en parlerai, il y a vraiment des notions de respect des personnes, il y a des notions de, de, de s'attaquer au processus et jamais aux gens, etc. Il n'empêche qu'à certains moments, on est tellement effaré par ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est vrai, hein, il faut trouver la bonne attitude. Alors moi j'essaye d'être souriante, mais ça marche pour le premier gamba, le deuxième enfin au centième, j'arrive jamais au centième, mais au énième, quand ils disent mais t'es encore en train de sourire alors qu'on voit encore des trucs horribles, ça les agace. J'essaie d'être souriante. Je connais des gens qui par principe font la gueule. Par principe font la gueule, en disant de toute façon on voit des choses qui sont tellement dures pour les gens en face. Parce qu'on voit quand même, on voit que le roi est nu. Hein. On voit des choses qui sont tellement dures pour les gens en face qu'il faut leur montrer qu'on a une forme d'empathie par rapport à ça, alors que moi j'essaie d'être souriante pour arriver à déminer le truc. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, peut-être des gens avec lesquels on travaille, mais voilà, comment est-ce qu'on essaye de ne pas se mettre en colère? Comment est-ce qu'on essaye de ne pas se projeter une colère sur les personnes d'en face? J'ai vu un patron, je l'ai vu devenir rouge écarlate. Mais vraiment. Et je l'avais prévenu avant, je lui ai dit, écoute, il faudra que tu sois poker face. T'es patron de plus de 1000 personnes, hein, donc il avait fait une belle carrière. Hein. Il savait faire énormément de choses dans son organisation. Je lui ai dit, poker face. Je voyais, il avait vraiment du mal à respirer. Donc quelques trucs que je vous laisse là, parce que comme ça c'est assez concret. Il n'y a que le terrain qui dit vrai, donc les gens peuvent vous raconter que les délais sont bons, si jamais le terrain vous montre que c'est pas ça. Il y a aussi un grand jeu, hein, donc je dois le livrer, là on est le 2 avril, je dois le livrer le 10. Le 10 avril, ouais, mais je suis pas tout à fait prêt. Donc ce que je vais proposer à mon interlocuteur, c'est plutôt le 20 avril. Donc je vais le voir, je lui dis, écoute, le 10, on le prend comme on le veut, je serai pas prêt. Mais par contre, pour le 20, je peux m'engager. Est-ce que tu es d'accord? Tu dis oui, on change la date du 10 au 20, on a oublié la date du 10, il n'y a plus aucune trace nulle part du truc. Et quand on arrive à livrer le vin, on dit, tu vois, je suis à l'heure. Et l'autre, il vous dit, bah non, quoi. Donc voilà, seul le terrain dit vrai. Donc les reportings sont faux. Mais vraiment, les reportings racontent quelque chose, mais ils ne racontent pas obligatoirement la réalité du terrain. Donc essayez d'aller sur des faits qui ne sont pas des analyses. Ah ben j'ai vu qu'il ne savait pas parler anglais. Bonne chance pour voir que quelqu'un ne sait pas parler anglais, hein, c'est pas marqué là. Hein. Donc qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quelque chose, mais certainement pas ça. Ça c'était plutôt une solution que tu aimerais mettre en place. Donc ne voir que des faits. Ensuite, savoir que quand on va sur le terrain, on va se confronter à des images que l'on a, à des réalités qui existent, et que ces confrontations vont permettre de se dire, bon ben, ok, maintenant si j'accepte avec une forme d'humilité la réalité telle qu'elle se présente, ce qui n'est pas simple l'humilité, hein, eh bien je vais pouvoir commencer à entamer un voyage d'amélioration. Ensuite, il faut aller voir les gens à leur poste de travail. Il faut regarder le réel. Montrez-moi comment vous y prenez. Voilà un de mes gambas les plus ratés avec un codir. Je les ai emmenés voir un directeur d'équipe qui avait une dizaine de personnes, qui faisait du ligne depuis un certain temps, et l'équipe. Donc on était dans une salle plus petite que ça, mais enfin, il y avait le codir, il y avait une douzaine de personnes dans le codir. Ils disent, on y va. Je dis, non, mais restez assis, on va se connecter. Ils disent, comment ça, on va se connecter? Je dis, vous ne croyez pas que votre responsable d'équipe, il est ici, hein, il est à Toulouse. Ah bon? Très bien, donc on se connecte, on voit avec Teams, ça, on voit la tête du type, il dit bonjour, voilà ce que je fais, etc. Et puis je savais ce que je voulais montrer, je lui dis, est-ce que tu peux nous montrer ton écran, avec ce avec quoi tu travailles? Donc plusieurs canaux pour être sollicité de ci, de ça, du Teams, des workloads, et ci et autres, des équipes qui appellent, qui appellent de façon numérique, des métiers, etc. Ça tombait de tous les côtés. Alors il ouvrait son Teams pour retrouver des trucs, il ouvrait son Jira pour en retrouver d'autres, c'était dans tous les sens. Et puis l'équipe par derrière qui répondait tant bien que mal aux questions qui étaient posées. On raccroche, et je leur dis, vous avez pensé quoi du Gamba? On est vachement déçus, on aurait voulu aller s'asseoir à côté de quelqu'un. Oui, mais c'est terminé, votre type il est à Toulouse, les développeurs ils sont en Inde, les testeurs ils sont au UK. Donc ce que vous avez vu, c'est la vraie vie du responsable d'équipe. Donc il faut essayer de trouver la vraie vie. L'endroit où ça se passe, même si ça se passe quelque part dans le grand système. Et puis après, le point d'après, c'est le respect des collaborateurs. Moi, j'étais voir un éditeur de logiciels qui me dit, ça marche pas. Hein. Ils nous ont mis sur le mur tout leur processus, les bacs rouges avec les endroits où ils avaient des difficultés, les allers-retours, quelques éléments de performance, etc. On y a été. On leur a dit, attends mon gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah alors là, ça a été facile. Hein. Ils ont tout enlevé, tout mis à la poubelle. Ça, c'est fini. On ne voit plus rien. Respect des collaborateurs. Not guilty. Les gens ne sont pas coupables. C'est nous qui avons créé des systèmes. Dans notre équipe de management, on a créé des systèmes et on a validé des processus qui font que les gens se retrouvent dans des situations invraisemblables. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Je racontais hier l'histoire du dirigeant qui vient voir quelqu'un qui fait du code et qui compile.
Et puis le dev lui dit, écoute, si tu veux, on peut peut-être aller faire autre chose. Il dit, non, on va attendre à faire la compilation. Ça, c'est sûr qu'on a attendu. Hein. Il dit, tu compiles combien souvent? Bon, ouais, 2-3 fois par jour. Et ben voilà. Et puis il y avait 10 personnes autour de lui. Hein, donc il n'était pas le seul à compiler. Et en fait, il a essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'était si lent. C'était quelqu'un qui travaillait dans un bureau, comme le comptable, comme des tas de gens qui travaillent dans des bureaux, des gens qui font les comptes rendus de réunion, etc. Et donc, il y avait une configuration ordinateur de bureau. Pour compiler, pas top. Donc, voir la réalité, respecter le collaborateur, se dire en fait que soit on ne lui a pas donné les moyens de bien travailler, les processus sont confus, les informations dont il dispose pour travailler sont plus ou moins précises et plus ou moins disponibles. C'est compliqué, les types de métiers. Et donc, franchement, ça n'est jamais la faute de la personne qu'on a en face de soi. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ces problèmes et comment, sur cette base-là, ensuite, on peut lancer les actions d'amélioration. Hop, pardon. Alors, le Gemba du manager. Alors, le Gemba du manager, s'il veut aller voir un processus, s'il veut comprendre un client, voir un produit, etc., on retombe sur les 4 Gemba précédents. Mais là, c'est autre chose. Il est manager, il a une équipe. Le Gemba du dirigeant, c'est pareil. Il a une équipe et il a envie, de savoir comment fonctionne cette équipe et puis de la soutenir dans sa démarche d'amélioration. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là, soit de l'engager, soit de la soutenir dans cette démarche-là. Et donc là, il va vraiment s'intéresser à l'équipe. Donc, à gauche, c'est quelqu'un qui gère tous les flux interbancaires d'une grande banque française. Donc, un patron. Et puis ensuite, il vient voir l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Déjà, il y a un minimum de choses qui sont affichées. Alors, ça ne se voit pas bien, mais juste sous son coude, il y a des courbes. Et les courbes, elles montent et elles descendent. Et ça permet de se dire, si j'ai lancé des actions d'amélioration, j'ai une mesure qui me dit, tiens, l'action paye ou ne paye pas. Parce que l'idée, ce n'est pas l'effort de l'amélioration, c'est le bénéfice de l'amélioration. Donc, ce que l'on cherche, c'est à trouver une action peut-être super facile. Hein. On ne va pas mesurer l'effort. Mais en tout cas, un truc qui s'améliore. Donc, on va pouvoir avoir une discussion parce qu'on vient une fois de temps en temps et on va pouvoir se dire, depuis la dernière fois, tu vois, j'ai mis ça et ça en place, et puis regarde, les temps de réponse sont meilleurs, regarde le nombre d'acides en baisse, regarde, il y a ci, il y a ça, mais là encore, j'ai une difficulté. On va pouvoir rentrer dans une discussion sur l'amélioration. Voilà. Donc là, c'est le Gemba du manager. Ce n'est pas une interrogation surprise. L'équipe est prévenue qu'il va venir, elle prépare tout pour que ça se passe bien. Le manager, il sait qu'il va venir, donc il va être briefé sur ce qu'il va voir pour qu'il puisse aller sur les bons sujets. Et vous verrez qu'il y a des sujets sur lesquels on a vraiment besoin de sa contribution. Donc c'est important qu'il puisse les identifier. On est dans un esprit, dans ces Gemba, on est dans un esprit qui est ce qu'on appelle le Toyota Way. Donc chez Toyota, on parle beaucoup du Toyota Production System, le juste à temps, le J2K. Le juste à temps avec tout ce qui touche au flux, le J2K, tout ce qui touche à la qualité. Là, on est sur quelque chose de différent, c'est vraiment le système de management. Parce qu'il y a un système de management. Alors, c'est Toyota Way, début des années 2000, maintenant ils ont un truc qui est un peu différent, mais on va rester sur celui-là. 2 axes, le respect des personnes. Donc, on compte sur chacune des personnes, sur l'intelligence de chacune de ces personnes, on compte sur son dévouement, on compte sur son intérêt pour le client et pour l'entreprise. Et puis ensuite, l'amélioration continue, parce que de toute façon, le monde change, et il va en permanence falloir être capable de s'améliorer dans une direction qui va bénéficier aux clients et à l'entreprise. Sur la partie respect des personnes, il y a vraiment le respect. C'est-à-dire l'âge, le sexe, les origines, etc. C'est quelque chose que l'on respecte. Pas toujours simple. Hein. Gemba avec la CTO du groupe Michelin qui gère beaucoup d'infrastructures dans beaucoup d'usines au niveau monde. Elle arrive à 9h le matin. On a prévenu l'APO qu'elle serait là à 9h30. Là, c'est pas nous, hein, mais on s'est dit, dans l'équipe, il n'y avait qu'une seule fille, on lui a donné le mauvais horaire, elle a eu l'air d'une idiote. Le respect des personnes, c'est quelque chose d'important. Donc le respect des personnes, c'est est-ce qu'ils ont été bien formés, est-ce qu'ils ont les moyens de bien travailler. C'est pas juste quelques règles un peu éthiques, hein. C'est aussi un engagement personnel de l'entreprise sur la capacité de travail de ses salariés. Et le travail d'équipe. Donc je vous ai dit, not guilty. C'est toujours une équipe qui réfléchit. Alors, ça peut être une équipe dans un sens hiérarchique, un responsable d'équipe et son équipe. Ça peut être une équipe dans un sens complètement différent avec quelqu'un des opérations, quelqu'un des systèmes d'information et quelqu'un de l'infra qui se disent mais comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir ensemble? C'est une équipe qui se constitue autour d'une problématique client et qui va essayer de travailler quelque chose. Donc voilà, donc teamwork. Et de l'autre côté, on voit le Gemba, donc aller voir, être au bon endroit, avoir la discussion avec les vraies personnes sur les vraies pièces, ça c'est important. Tout ça, ça va déclencher le Kaizen et le challenge.
Donc le Kaizen, c'est l'envie de changer et d'améliorer. Il y a une confière sur le Kaizen. Et le challenge, c'est l'idée de se dire, en fait, on va choisir dans tout ce que l'on a envie de réussir, le truc que l'on va craquer. Donc, c'est pas améliorer n'importe quoi. Et parfois, on voit des choses, on voit bien que c'est nul, mais franchement, ça n'a aucune incidence. Oui, c'est un peu agaçant à ce moment-là qu'on les arrête, mais ça n'a aucune incidence. Par contre, on voudrait être sur un vrai sujet client. Pourquoi à chaque fois qu'on fait ça, ça plante? Avec toutes les conséquences que ça a sur nous, notre organisation, nos week-ends éventuellement et notre client. Et voilà. Et donc, c'est ça qu'on cherche, le challenge, qu'on se mette d'accord sur un axe d'amélioration. Et donc, quand notre manager va aller sur le terrain, j'ai une petite pause sur mon téléphone à chaque fois. Quand notre manager va aller sur le terrain, en fait, il va travailler 5 attitudes. Donc, je vous les ai mises un peu de façon systématique, mais on va en parler un peu plus vite. La première chose, c'est que il est manager, il est dirigeant, il va voir l'équipe, il va lui dire « vous êtes important ». C'est ça engager, c'est ça donner du sens. Votre travail est important. Quand vous faites quelque chose, ça a du sens pour quelqu'un. Et donc moi, quand je prépare des patrons qui vont aller sur le terrain, je leur dis, il va falloir que tu dises pendant 1 minute, vous êtes important. Ah ouais. J'ai fait faire des jeux de rôle, hein. Un qu'à dire, hein. Je les ai mis 2 par 2. Il y en a un qui dit, tu viens chez moi. L'autre qui dit, d'accord, je suis le manager. Comment je vais te dire que ton métier est important? Ouh là 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 là. Non? Ça vous parle? Voilà. Donc non, mais c'est important pour créer du lien. Je viens chez vous, c'est important. D'ailleurs, je vais m'intéresser à autre chose, aux choses que vous faites. D'ailleurs, je fais le gamba, je suis là et je vais prendre le temps. La deuxième chose que l'on a, c'est la notion de questionner. On vient pas pour expliquer la vie aux gens. Je t'explique, l'agilité, c'est tellement mieux, tu vas travailler comme si, tes sprints, tes machins, etc. T'as compris? Ouais, j'ai compris, oui. D'abord, ça fait quand même 50 fois qu'on me l'a expliqué. Et puis ensuite, je vis ça tous les jours. Donc oui, enfin, je veux dire, tu sais, on va aller dans le cloud, etc. T'as pas compris qu'en fait, c'était mon métier d'emmener tout ça dans le cloud, tu vois. Enfin, voilà. Donc, on ne donne pas de leçons quand on vient sur le terrain, on travaille le questionnement. Pourquoi? Montre-moi. Qu'est-ce que ça donne? Et puis le questionnement ouvert. Et tu ne penses pas qu'à l'époque du multi-cloud, il pourrait être intéressant d'eux? Soit je pense pas du tout parce que j'ai plus de cerveau, soit tu as envie que je te réponde oui parce que de toute façon tu as déjà pris ta décision, mais en tout cas tu n'es pas en train d'avoir un échange avec moi sur mon métier, sur mon expertise, sur mes conditions de travail. Tu es juste en train de m'expliquer que tu veux ça, que tu es vaguement bien élevé, tu mets avec un point d'interrogation à la fin, mais on n'est pas en train d'être dans une entreprise apprenante où chacun amène sa contribution à l'intelligence collective. Donc travailler son questionnement. Voir, on a été jusque là-bas. C'est pas juste pour prendre des petites chouquettes, serrer la main des petites familles et embrasser les bébés. Hein. On veut vraiment voir. Hein. Et là, il se passe quelque chose de vraiment magique. C'est-à-dire que vous êtes avec des gens qui travaillent pour l'entreprise, qui aiment ce qu'ils font, qui ont envie de réussir et qui sont tellement contents de partager quelque chose. Parce qu'on vient voir, à nouveau, hein, on vient voir juste pour comprendre, pour voir, pour identifier des sujets qui se passent bien et pas bien. Et vraiment, le lien se fait beaucoup plus qu'avec le manager qui monte sur l'estrade et qui vous explique comment est-ce que la vie pourrait être merveilleuse si chacun y mettait du sien. Et puis ensuite, on va challenger le statu quo. Alors ça, c'est la partie un peu difficile. C'est parti. On va challenger le statu quo. Ouais, c'est bien, les P1, les P2, là, c'est bon, ils sont sous contrôle, mais les P3, on a quand même un sacré stock, on n'est pas toujours à l'heure. Puis finalement, ce que nous disent les utilisateurs, c'est que 48 heures pour avoir un nouveau mot de passe, pour qu'ils puissent faire leur métier, c'est pas top. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Ouais, c'est comme ça qu'a été défini le contrat, c'est le SLA, c'est ça qu'on pilote, bla bla bla. D'accord? Donc à quel moment est-ce qu'on va arriver à se mettre d'accord sur un challenge, à regarder la génération du mot de passe qu'on va renvoyer à la personne qui l'a demandé, à dire ouais quand même, il y a au moins 23 secondes de travail, est-ce qu'on pourrait le faire en moins de 48 heures? Vous voyez? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre d'impacts sur l'organisation du quotidien. Challenger le statu quo, donc trouver le sujet, pas trouver 50 sujets, parce que 50 de toute façon, il y en a trop, on ne bouge plus. Donc trouver le bon sujet et challenger là-dessus. Ce sujet, il peut être apporté par l'équipe. Plus l'équipe est mature, je vous ai montré tout à l'heure une photo, plus l'équipe est mature, plus elle est capable de dire par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, voilà le prochain challenge qu'on a.
Donc l'équipe, elle peut très bien dire, ben voilà, moi c'est là-dessus que je bossais, ou alors elle peut être challengée par le manager qui lui dit, bah écoute, voilà. Et puis enfin, supporter. C'est pour ça qu'il faut aussi préparer le patron qui vient faire le Gemba. On va lui dire, écoute, tu vas voir un certain nombre de choses dans l'ensemble, quand une partie, c'est de ta faute. Ouais, de ma faute, ma faute, c'est la faute de l'organisation. Ouais, mais c'est toi le patron. C'est de ta faute. Mon histoire d'ordinateur, là, qui était trop lent, qui n'avait pas assez de puissance, d'une façon ou d'une autre, c'est toi le patron, c'est de ta faute si on n'a pas des ordinateurs qui permettent de compiler rapidement. On prend comme on le veut, hein. Je veux dire, c'est pas le dev qui a été acheter son ordinateur à la FNAC, hein. Donc voilà. Donc essaye de trouver quelque chose dans la conversation où tu vas dire en sortant je vous remercie, j'ai été intéressé par ça et je prends pour moi de traiter ce sujet-là. Parce que si vous voulez que les gens se bagarrent contre le statu quo, trouvent des pistes d'amélioration, essayent, se plantent, reviennent, réfléchissent en plus de leur boulot normal, hein. Si vous pensez que c'est important, c'est ce que vous leur avez dit au début, et si en sortant vous leur dites en fait tout ça, ça ne concerne que vous, et moi qui ai quand même créé cette structure-là ou qui suis chargé de la manager, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche, mais enfin bon, chacun son boulot et c'est pas le mien. Et bien à ce moment-là, vous allez les perdre. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas si intéressé que ça par l'amélioration. Donc il y a un petit peu de donnant-donnant. C'est pas la lune, hein. C'est pas la lune, mais c'est quelque chose qui va permettre aux gens de travailler dans de meilleures conditions de travail. C'est peut-être de faciliter des relations avec un prestataire qu'on connaît mal. Ça peut être des choses assez simples. On a fait notre gamba et maintenant on a le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Et ça, c'est un test rapide sur la culture générale. Ça vous parle, la pilule bleue, la pilule rouge? C'est autant ma génération que la vôtre. Est-ce que je choisis la rouge qui est la réalité et la bleue qui est la matrice? Donc voilà, le Gemba est fait. On a vu un certain nombre de choses. Est-ce qu'on accepte la réalité? Est-ce qu'on l'embrasse? Est-ce qu'on la transforme par l'amélioration? Ou est-ce qu'on se dit, ouais, mais finalement, la description des processus, c'était pas mal, puis j'ai un workflow qui me dit ce qu'il faut que je fasse, et puis ils ont qu'à, eux qui sont en amont, eux qui sont en aval, ils ont qu'à accepter la situation telle qu'elle est. Il ne me reste pas énormément de temps, donc je voulais vous raconter une histoire du Genba au Kaizen. On va la passer assez vite. J'ai mis des petites photos avec des petites choses japonaises parce qu'il faut toujours faire quelque chose de kawaii. Donc c'est là. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec des gâteaux, hein. Donc on va le faire assez rapidement. C'est une équipe qui est dans une situation de crise. Elle doit développer une application pour des terminaux de paiement. Quand on veut vendre ces terminaux de paiement dans un pays, il faut que le pays valide un certain nombre de critères qui vont dire, bah oui, le terminal de paiement, il va ni spolier le commerçant, ni spolier le porteur de la carte bancaire, ni spolier la banque. Donc, parce que l'argent, parfois, il y a des circuits un peu bizarres. Et donc, il n'y arrive pas. Et donc, comment, à partir du Gemba, on arrive à se dire, ben voilà, je comprends un certain nombre de choses. Allez voir les développeurs, allez voir les testeurs, essayez de comprendre. Bah, quand on découvre que les testeurs et les développeurs ne sont pas en train de travailler sur le même produit, ça fait un petit choc. Voilà, mais d'une certaine façon, quand on l'a trouvé, on arrive à se réaligner. Vous voyez, c'est ça le Kaizen. On arrive à se réaligner. Alors on ne dit pas ni que c'est l'un qui a raison, ni que c'est l'autre qui a raison. On réfléchit, on cogite, on essaye de voir. On voit des actions qui ne servent à rien. Bah, comme on est vraiment en pression, parce que ça fait très longtemps qu'on attend l'application et que l'autorité qui va valider, elle est à deux doigts de se tenir, il va falloir le faire vite. Et donc on va chercher tout ça. Et ensuite, le Gemba permet donc de lancer des plans d'action qui sont des plans d'action éclairés, sur lesquels, je vous disais, se mettre d'accord sur la vision commune du produit, comment est-ce qu'on va s'organiser entre les développeurs et les recetteurs, comment est-ce qu'on va remonter peut-être plus rapidement les problèmes pour que les devs puissent les corriger tout de suite, comment est-ce qu'on va travailler avec notre visuel pour choisir nos priorités. Tout ça, ça permet d'améliorer. Mais ça ne permet même pas d'améliorer tout. Et là, on refait des Gemba plus précis. On va vraiment marcher le long du processus. La data, où est-ce qu'elle est, comment on la transporte, qu'est-ce qui lui arrive, etc. pour arriver à comprendre à quels endroits on a fait des erreurs de conception. Et donc, une fois qu'on les a trouvées, après on réfléchit, on va faire différemment, on va trouver une façon de s'en sortir et d'arriver à nettoyer nos processus. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le Gemba? Pourquoi c'est important? En quoi est-ce que le Gemba est une action d'engagement de soi vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis des clients, d'engagement du manager vis-à-vis des collaborateurs avec lesquels il bosse, et en quoi est-ce que le Gemba est vraiment à l'origine
des actions d'amélioration, parce que ce que l'on souhaite, c'est améliorer la réalité avec toutes ses faiblesses, mais c'est pas très grave, mais vraiment l'améliorer, plutôt que de faire des super plans sur la comète en disant mon modèle A contre ton modèle B, mon cloud ci contre ton cloud ça. Le QR code que je vous ai mis, c'est le Rex que je viens de vous présenter. Il y en a 6 pages, hein, donc c'est beaucoup plus détaillé. Si vous avez envie de comprendre une histoire, voilà, ça vous amène sur notre blog. On a 700 articles. Il y en a un paquet sur le Gemba, mais en tout cas, là, c'est vraiment, normalement, vous arrivez directement sur le Rex. Et puis l'autre, bah, c'est moi. Voilà. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Ignace. J'ai créé une boîte qui s'appelle Opera et Partners, qui fait du lean dans l'IT depuis 2007, donc 18 ans. Voilà. Et donc, que vous dire d'autre? Oui, je suis aussi cofondatrice de l'Institut Lean France. Donc, on n'a qu'une envie à l'Institut Lean France, c'est une association à but non lucratif, hein, comme Flocon, c'est de parler de Lean, de convaincre et de permettre aux gens de comprendre ce que c'est que le vrai Lean. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. On passe aux questions. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question, c'était quand vous faites un Gemba, comment vous savez que ce que vous observez est vraiment représentatif du système ou juste un petit bout? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que moi, j'étais formé à ce qu'on appelle le Lean Six Sigma, par des gens très bien dans le domaine et qui vous disent il vous faut beaucoup de données, etc. Les données, je connais ça aussi depuis 40 ans, donc je sais qu'il en faut souvent beaucoup moins qu'on ne le croit. Ce que dit le Lean, c'est que d'une certaine façon, ça n'a pas d'importance. D'abord, je vous ai dit, vous pouvez en regarder 1, en regarder 3, en regarder 10. C'est déjà largement suffisant pour se faire une opinion. Ça ne va pas vous décrire tout le système, ça ne va pas le modéliser, mais ça va vous dire, si je regarde aujourd'hui et maintenant, je vois ça et ça comme amélioration. Et si j'accepte de faire ça tout le temps, on peut parler de rétrospective continue, si j'accepte de faire ça tout le temps, en fait, rien ne va m'échapper. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une représentation de l'ensemble des pépins pour me dire là, je peux agir. Et c'est une gymnastique personnelle quand même. Hein, de se dire, ouais, mais finalement, ça arrive souvent, pas souvent, est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit Pareto, etc. Ouais, non, on va déjà... voilà. On se dit, bon, allez, je prends quelques jours pour le Pareto, mais plus de quelques jours, c'est dommage. Hein. Voilà. Et c'est difficile. Hello, bonjour, merci Marie-Pierre pour la présentation. Je voulais savoir, justement, c'est un peu dans la continuité de la question précédente. Lors d'un Gemba, on voit beaucoup de choses et peut-être qu'on va voir beaucoup de dysfonctionnements. Comment on priorise, comment on prend le premier, comment on choisit celui sur lequel on va travailler? Alors, on va en voir beaucoup. Donc, moi, je suis dans une situation où je me mets d'accord avec des gens pour qu'on fasse un Gemba ensemble. Que ce soit au sein d'une équipe ou alors à nouveau un dirigeant qui vient, un client, un grand donneur d'ordre qui vient, etc. On accepte de faire une visite ensemble. Et on va voir énormément de choses. Mais c'est ahurissant hein, ce que l'on peut obtenir. Et quand vous sortez du Gemba, les gens, ils veulent avoir tout de suite votre feedback. Alors vous leur dites, bon attendez, on va se débriefer 20 minutes et on va revenir. 30 minutes, ça devient vraiment difficile. Donc l'idée de dire, en fait, je vais prendre tout ce que j'ai vu, je vais les classifier, etc. Quand on fait, juste au moment où on fait le Gemba, c'est souvent difficile dans ma position à moi. Et donc il faut très rapidement arriver à sélectionner parmi tout ce qu'on a vu, parmi ce que... avec la perspective de ce que le patron vous a dit, de dire, bon ben là et là, on va agir. La première chose, je dirais, c'est les cailloux qui sont dans les chaussures des collaborateurs. Parce que leur dire on va s'améliorer pour faire des trucs qui vont avoir des UX absolument merveilleuses, alors que les gens n'ont pas vraiment bien les moyens de travailler, ils ont des petits écrans, alors l'UX, bonne chance pour arriver à voir ce qu'ils font. Hein. Donc on va vraiment travailler sur les cailloux parce que ça va montrer qu'on a de l'intérêt pour eux, de l'empathie pour eux et l'envie qu'ils aient les moyens de bien travailler. Après, on va pouvoir commencer à aller travailler sur des sujets plus importants. Moi, je trouve que les sujets qui touchent le client sont des sujets qui ont du sens. Le client, la qualité. Donc on va souvent aller sur ces sujets-là. Après, si on veut vraiment monter des plans d'action, on va se dire, bon allez, on se donne une période, on va challenger notre système, on va passer plusieurs marches. D'abord, on ne fait pas qu'un Gemba, on en fait plusieurs. Là, pour le coup, on va cartographier un certain nombre de choses, on va dessiner le processus, on va dire, il y a 5 fois où ça arrive ici, 3 fois où c'est là, on va voir, voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir
réfléchir ensemble à un plan d'action en se disant si c'est ça qu'on a vu, par quoi on démarre. Donc voilà, il y a 2 étapes un peu différentes. Il y a apprendre à quelqu'un à faire son Gemba ou alors se dire on va se construire un plan d'action de moyen et de long terme. Et on investit plus ou moins de temps en fonction de l'objectif que l'on se donne. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question, est-ce que tout niveau hiérarchique est-ce qu'il faut forcément aller taper le plus haut niveau de la hiérarchie de l'entreprise pour avoir un maximum d'impact pour le Gamba, pardon, ou est-ce que il faut que, qu'importe là où on tape, il faut juste que ça soit des gens motivés? Et j'avais une deuxième question et j'ai déjà oublié, mais déjà celle-là c'est pas mal. On va déjà répondre à la première. La motivation, c'est hyper important. C'est-à-dire que ça peut être, on peut être à 2, on va se dire tiens on va aller faire un Gemba dans le code, on va rentrer dans une boutique qui vend nos produits, on va regarder comment ça se passe. Vraiment la motivation c'est important, et puis ça peut être une pratique super régulière en permanence, de se dire tiens bah là il y a eu un incident, on va essayer de comprendre où est notre cause première, on va marcher le long du processus pour le trouver, etc. C'est vraiment très important. Ceci étant dit, à un moment, vous avez des dirigeants, des managers qui vont cadrer le travail des gens d'une façon ou d'une autre. Hein. Même dans les équipes agiles qui se sentent hyper autonomes, bah, comme elles sont hyper autonomes et qu'elles sont agiles, c'est bien que quelqu'un leur a donné l'autorisation de le faire. Parce qu'il y a d'autres boîtes dans lesquelles c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, c'est pas obligatoirement une révolution qui vient du bas. Et donc, vous avez aussi intérêt à avoir des dirigeants qui se mouillent un peu, qui viennent montrer que c'est important, qui viennent soutenir les gens qui ont le sens de l'initiative, qui essayent de partager leur vision avec ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire venir son dirigeant. Et quand il vient, il dit à ses managers, bah, si moi ça m'intéresse, c'est que toi aussi tu dois t'y intéresser. Parce que si moi qui suis le patron, je suis intéressé, bah, faut pas que tu sois pris de court. Donc vas-y, regarde, essaye d'en tirer aussi un profit. Donc ça, c'est vraiment cet alignement managérial qui permet de dire l'amélioration, c'est pas que les gens qui produisent, c'est aussi la direction qui en a envie. C'est le premier point. Et le deuxième point, il y a quand même beaucoup de choses dans vos méthodes, vos processus, vos outils, les orientations qui viennent de décisions qu'ils ont prises eux, d'une façon ou d'une autre, d'investir ici plutôt que là, de délocaliser en Inde plutôt que de relocaliser ici, etc. Et le fait qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils arrivent à voir les conséquences de leurs décisions sur la façon dont les gens ont les moyens de réussir quelque chose, ça leur fait le plus grand bien. Vous voyez, vous avez donc voilà des gens motivés. Dès que vous êtes motivé, allez faire un Gemba chez quelqu'un d'autre. Les gens vous les portent. Hein, enfin, moi je trouve qu'on est toujours bien accueillis. Il faut vraiment qu'il y ait une situation très particulière pour qu'on se renferme. Les gens vous les portent. Donc, mais par contre, il faut bien leur expliquer ce qu'on vient faire. Les dirigeants peuvent faire passer le message que l'amélioration c'est important pour eux, et ils peuvent découvrir qu'en fait, ils prennent des décisions qui ne sont peut-être pas autant en faveur de l'entreprise qu'ils le pensaient. Une dernière question? Bonjour. Petite question que je me pose sur les Gemba en général. Excusez-moi, j'ai pas vu où vous étiez. Ah, je suis là. Voilà, merci. Merci. La question, c'est votre avis sur l'équilibre à trouver en termes de fréquence et de durée sur les Gemba. Selon vous, c'est quoi la bonne pratique pour justement ne pas être à la fois en décrochage de la réalité et ne pas non plus être trop envahissant ou prendre trop de temps aux équipes? Moi, je me dis, vous voyez, vous êtes manager d'un périmètre dans lequel vous avez 4-5 équipes, 50 à 80 personnes. Faire un Gemba par mois dans chaque équipe, c'est pas ridicule. Comment ça s'est passé ce mois-ci? On avait parlé d'amélioration sur tel sujet, ça marche pas? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui émergent? Vous voyez, avoir cette conversation-là, je pense qu'une fois par mois, c'est pas mal, c'est pas hyper agressif parce que on sait que c'est le deuxième lundi du mois, enfin on trouve une fréquence, on se prépare et on a cette conversation un peu continue. Voilà, donc, mais là on est sur quelqu'un qui peut aller voir ses 5 équipes à l'intérieur du mois. Je veux dire, si ça lui prend 2 heures x 5, ça lui prend une journée et demie. Si les managers, il faut bien aussi qu'ils passent du temps avec les gens avec lesquels ils bossent. Voilà. Quand on remonte à d'autres niveaux de dirigeants, il faut le vivre plutôt comme une discipline personnelle. Il faut qu'une fois par mois, j'aille voir quelque chose.
Et donc, on est patron de domaine, on a 200 personnes, plus des prestats, plus des clients, etc. On se dit, le mois prochain, j'irai plutôt voir ici ou j'irai plutôt voir là. Et donc, on incite ces dirigeants-là vraiment à cette discipline de se dire, une fois par mois, je vais voir quelque chose. Mais comme la taille est assez grande, voilà. Après, il peut y avoir des gens qui disent, là, on est vraiment sur un sujet qui est important, donc je reviendrai. Donc, est-ce qu'il revient 3 mois plus tard? En tout cas, il prend un engagement à revenir. Et puis enfin, il peut y avoir des situations qui sont un peu critiques. Moi, je me souviens d'un patron des études qui, il y avait une mise en production qui s'était vraiment très très mal passée. Il est venu voir l'équipe, il leur a dit, écoutez, ça y est, on a géré, on a restauré, etc. Tout ça va bien. En revanche, il faut qu'on regarde le plan de test. Qu'est-ce qui nous a échappé dans le plan de test qui a fait que la mise en production s'est si mal passée que ça? Voilà. Merci Voilà. Marie-Pia. Merci. Merci beaucoup Marie-Pia.